Bonjour, c'est Alexis Rosenfeld. Je suis photographe sous-marin, explorateur. Et en 2022, j'ai créé le projet One Ocean. Notre objectif ? Comprendre l'océan au travers de nos missions d'exploration scientifique. Nous avons tous un rôle à jouer. En écoutant cet épisode de plongeon et en le partageant autour de vous, vous nous aidez à sensibiliser le plus grand nombre à la richesse de l'océan. Je vous souhaite une très bonne écoute. Octobre 2006, port de Cogolin, département du Var. Les protagonistes de cette aventure, Cédric Côté, chercheur océanographe biologiste au Muséum national d'histoire naturelle au laboratoire L'Océan, Simon, élève de seconde au lycée Darius Milhaud au Kremlin-Bicêtre dans le Val-de-Marne, et moi, Margot, journaliste. Cédric Côté part 3 semaines en mer Méditerranée observer les trajectoires des baleines pour mieux les comprendre. Nous revivons, à travers son récit, l'une de ses premières missions. Plongeons avec les baleines. Alors nous sommes sur Stémar, un catamaran d'une vingtaine de mètres de long. Il va être pendant les 3 prochaines semaines notre maison, mais aussi notre moyen de locomotion. À ce moment-là, Cédric, vous n'êtes pas bien vieux. Une vingtaine d'années, je crois. C'est votre 3e mission, hein, c'est ça ? C'est ça, c'est ma 3e mission. J'en ai fait quelques-unes avant au Canada, là où j'avais fait mes études, et une autre avant en Méditerranée aussi pour tester un radar à cétacés. Donc on reste dans la thématique cétacés, et là c'est la première mission pendant que je suis en thèse, donc où je prépare mon doctorat. Et du coup, Cédric, comment vous vous sentez là ? Je me sens un peu entre le stress, puisque ça fait partie de ma thèse, donc il faut que les choses fonctionnent pour que je puisse avoir de la matière pour mon doctorat, et puis aussi un peu à l'aventure, parce que on n'a jamais vu des baleines d'aussi près. On essaye d'avoir des informations qui sont assez uniques sur ces baleines, donc il y a un petit peu de stress, mais aussi d'excitation. Si c'est pas trop compliqué, est-ce qu'on peut savoir ce que c'est exactement votre thèse ? Alors l'intitulé de ma thèse, c'est étude des processus à mésoéchelle, des processus océanographiques mésoéchelle sur la distribution et le comportement des prédateurs marins. Ok, c'est bon, je suis perdue. Voilà. Alors, Pour la faire courte, c'est l'étude des tourbillons et comment ils influencent la trajectoire des animaux en mer. Ok, donc comment ils vont se faire potentiellement embarquer par le tourbillon et bouger un peu. Tourbillons et tout ça. À bord, il y a 4 autres scientifiques, c'est ça, et un Américain. Voilà, un Américain, un collègue américain de l'université d'Oregon, et spécialisé vraiment dans ce qu'on appelle le biologging, c'est-à-dire des appareils qu'on pose sur les animaux pour avoir de l'information, toutes les informations possibles par les capteurs qu'on peut poser sur ces animaux. Et lui, il est vraiment spécialisé sur les baleines. C'est vraiment son truc de poser les balises sur les baleines et de suivre ces baleines sur un trajet qui est long. Et qu'est-ce que vous allez faire exactement pendant cette mission ? Alors moi, ce que je vais faire, c'est essayer de les trouver. Ce qui n'est pas une mince affaire. Ah bah ouais, voilà. Puis bon, c'est un peu la première étape, c'est d'essayer de trouver les baleines. Donc tout simplement, avec l'outil qu'on a le plus naturellement, les yeux. Et ensuite, le but est d'utiliser un Zodiac qu'on traîne par ce plus gros bateau, donc le catamaran. Et le Zodiac servira à approcher l'animal au plus près pour poser la balise. Donc le premier élément, c'est la visualisation, c'est l'observation, et c'est ça que je suis censé faire. Et attendez, on va vraiment devoir approcher cette baleine ? Ouais, on va devoir l'approcher parce que il faut que la balise soit bien posée pour ensuite avoir une émission de sa position la plus facilitée possible, pour qu'on ait une étude vraiment de toute sa trajectoire. Donc ouais, il faut l'approcher environ quelques mètres. Et c'est une petite baleine ou une grosse baleine ? C'est une bonne baleine, donc c'est les rorquals communs, c'est l'espèce qu'on étudie, qui est la 2e plus grande espèce de baleine au monde, derrière la baleine bleue. Ah oui, quand même. Ouais, c'est une bonne bestiole d'une 20aine de mètres à peu près, qui est un gros prédateur. Alors pas un prédateur comme on l'entend d'habitude, requins et compagnie, les animaux un peu carnivores, mais c'est qui cherche pendant la saison d'alimentation à se nourrir vraiment de grosses quantités de plancton. Bon, pour le moment, on installe nos affaires dans les cabines. Je crois qu'on est 2 par cabine. On croise Roland, le commandant.
et un monsieur dont je ne connais pas le nom, qui est ni scientifique, ni marin, mais qui est un ami de Roland, c'est ça ? C'est ça, c'est un ami de Roland. Et qui est là pour nous accompagner et aussi parce que c'est un journaliste qui va faire un reportage sur la campagne. Ah, donc on a intérêt à pas dire de bêtises parce qu'on est un peu surveillé, c'est ça ? Ouais, c'est ça. On va essayer de faire les choses comme il faut et ensuite de raconter une belle histoire autour de ça. On vient de passer l'île du Levant, Porquerolles et Porquerolles, les fameuses îles d'or. On est au cœur du sanctuaire de Pélagos, un espace maritime entre l'Italie, Monaco et la France où justement les mammifères marins sont protégés. Le temps est superbe, on part vers le large. Alors ça bouge un peu, mais la météo est très bonne, donc on est bien en mer. Là, on sent qu'on a un départ qui est tranquille, donc c'est sûr que ça rend plus serein pour les choses à venir. On se met assez rapidement, en fait on est parti dans l'après-midi, donc il fallait qu'on se trouve un petit coin pour dormir et puis pour se mettre un peu en route, et on se met derrière les îles du Levant. Et là on voit des trombes derrière les îles. Bon, c'est pas si calme que ça, donc il va falloir qu'on fasse quand même un peu attention. La Méditerranée, mer changeante. On s'en méfie. On s'en méfie, on part tranquille, mais on fait les choses bien. Ça y est, le temps s'est un peu calmé. On repart après cette petite pause. Et là, va falloir se mettre au travail parce que mine de rien, la journée passe très très vite. Alors qu'est-ce qu'on peut faire, Cédric ? Est-ce qu'on peut commencer dès maintenant ? Alors, on peut commencer dès maintenant en essayant d'allumer la radio déjà et puis de voir si dans le réseau radiophonique des bateaux, il y a d'autres embarcations qui ont vu des baleines. Je vais aller allumer la VHF, voir si ça bouge un petit peu au large de ces îles. Est-ce que tu veux prendre les jumelles, Simon ? Ouais, je veux bien. Attendez, comment on repère un rorqual commun ? Je peux pas le confondre avec une baleine bleue. Alors normalement non, parce que les baleines bleues, on n'en a pas dans cette zone. Celle-là déjà on l'écarte, ok. Mais comment on le repère, c'est vrai ? Ça a un souffle assez balèze. C'est vrai que au niveau du souffle, on a deux espèces qui soufflent fort, qui sont le rorqual commun et le cachalot. Mais le cachalot est très facilement reconnaissable puisqu'il va souffler presque à l'horizontale de l'eau. Il a un souffle très incliné et en plus on voit pas trop son dos en surface puisqu'il est vraiment tranquille quand il est en surface. Le rorqual commun, disons qu'il va même s'il est gros, il va avoir un comportement qui fait qu'on va le voir un petit peu plus, et surtout il a un souffle qui est très reconnaissable, très droit, très haut. Attendez, là-bas. Mais vous voyez ? Mais c'est un souffle, il y a un souffle. Non, sérieux, Attends, passe-moi les jumelles. Tiens. Ah mais ouais, carrément. Bon, on fait quoi maintenant, Cédric ? Qu'est-ce qui se passe ? Je pense que c'est ça, on l'a pas confondu avec un cachalot. C'est quoi la prochaine étape ? Alors d'abord, on essaye de voir si c'est bien l'espèce qu'on recherche, donc s'il a bien le souffle qu'il faut et à quelle distance il est. Ok, allez, vous voulez regarder dans les jumelles, voir ouais, si je vais regarder, okay. Comme ça on vérifie. Et ensuite, on regarde s'il a une trajectoire particulière avant de mettre le zodiaque, de se mettre dans le zodiaque et puis de se lancer tête baissée sur l'animal. Donc on fait quelques vérifications, on regarde son comportement et ensuite on y va. Et nous, du coup, on fait quoi maintenant ? Eh ben, on regarde tous. Parce que c'est facile de perdre un animal qui plonge, et donc il va avoir des séries de souffles et des séries de plongées, et ensuite il va plonger pendant un petit moment pour aller se nourrir, pour avoir un comportement en profondeur, et il va remonter. Mais il peut remonter un peu n'importe où, donc c'est important d'avoir vraiment la concentration à ce moment-là. Et en plus là, on va poser une balise dessus, donc ça c'est unique pour moi, et donc on est concentré. On l'a pas dit d'ailleurs, pourquoi on leur pose des balises ? Alors on leur pose des balises parce que le but est de connaître leur mouvement, leur trajectoire. Et balise surtout, GPS alors ? Alors balise Argos. Parce que le problème du GPS, c'est que c'est une technologie qu'il faut récupérer. Il faut récupérer la balise. Et là, ce sera impossible, posé sur une baleine, de récupérer la balise. Donc là, c'est relié au satellite. Pareil, et on a l'info en direct. On a l'info en temps réel, okay. C'est ça. À l'aide d'un sonar ? Pas avec d'un sonar, c'est le satellite qui va nous donner directement l'info. Et c'est pour ça que la pause doit être vraiment au bon endroit pour que la discussion se fasse bien entre la balise et le satellite. Et comment elle tient, la balise d'ailleurs ? Alors la balise, celle-là,
Le but étant d'avoir une balise qui tient le plus longtemps possible, puisque ce qui nous intéresse, c'est les mouvements saisonniers, c'est de savoir où elle est en été, en hiver, au printemps, à différentes saisons, à différents moments de l'année et de son cycle de vie. Donc il n'y a qu'un moyen d'avoir des balises qui tiennent aussi longtemps, c'est de la planter dans le lard de la baleine. Attendez, ça lui fait pas mal? Ça lui fait quelque chose, mais c'est un gros animal, la balise n'est pas si grosse que ça. Donc c'est l'effet d'une piqûre, je pense, pour elle. Donc elle va le sentir. Quand on dit lard, c'est 30 cm de gras. C'est 20 à 30 cm de gras, ouais. Donc c'est quand même assez gros. Et on va planter à peu près une balise de la taille d'un crayon. Bon bah c'est parti, on y va? Alors non, malheureusement je vais pas sur le Zodiac. Les autres vont y aller, mais moi je reste à bord pour continuer à surveiller la baleine et continuer à l'observer le temps que eux puissent l'atteindre avec le Zodiac. Et vous n'êtes pas trop dégoûté de ne pas pouvoir monter sur le bateau? Ah, il y a un petit peu de ça, ouais. J'aurais bien aimé m'approcher un peu plus pour vraiment voir, prendre la dimension vraiment de l'animal en entier. Mais c'est les chefs qui font ça, hein. Donc le chef Bruce, le chef poseur de balises qui va faire l'opération. Et puis Christophe, qui est mon directeur de thèse et qui lui va prendre une biopsie. Pourquoi une biopsie? Alors une biopsie, ça permet de sexer l'animal. Mâle, femelle, et puis aussi de regarder la condition de cet animal. Est-ce qu'il est en bonne condition, bonne santé, et de faire d'autres analyses dessus. De quoi il se nourrit, par exemple. Là, ils partent avec le Zodiac direction le Rorqual commun, qui replonge quand même très régulièrement, donc ils ont intérêt à être assez efficaces. Et nous, on va continuer à regarder ce qui se passe de façon générale autour, parce que c'est pas évident quand on est près de l'animal forcément de voir tout son comportement, de voir sa trajectoire et tout ça. Donc nous, on surveille ça du bateau. D'ailleurs, c'est hyper impressionnant parce qu'on voit cette masse sombre qui remonte à la surface près du Zodiac, une masse qui fait 20 mètres de long. Ça doit être un petit peu angoissant quand même. Et c'est aussi un peu ce qu'on recherche, puisque c'est ce signal-là qui va être le signal pour mettre les gaz avec le Zodiac. Et ensuite, la baleine ne pouvant pas changer complètement son comportement alors qu'elle est à quelques mètres de la surface de l'eau. Pour respirer. Pour respirer, c'est ça. Là, le but, c'est d'être vraiment très proche d'elle, avec le Zodiac, avec sa petite plateforme en bois dessus qui permet d'être un peu surélevé par rapport à elle et d'ajuster le tir. Et donc, quand on voit cette masse sombre, là, les gaz sont mis et le but, c'est d'enchaîner très vite la pose de la balise et la prise de biopsie. Elle reste combien de temps, la baleine, à la surface de l'eau? Elle reste vraiment pas longtemps. C'est le temps. C'est comme on peut imaginer un dauphin, par exemple, qui vient à la surface de l'eau et qui marsouine. Bon, évidemment, c'est à l'échelle de la baleine, donc tout prend un peu plus de temps, mais elle reste pas en surface très 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 longtemps. Elle bouge en fait. Elle bouge. Et elle ne risque pas d'attaquer le Zodiac, la baleine? Non, elle va pas attaquer d'une part parce que nous, ça nous paraît impressionnant comme balise, mais à son échelle, ça l'est moins. Donc elle va le sentir, mais c'est pas non plus quelque chose qui est douloureux. Ça fait un peu un moustique, quoi. Ça fait un bon moustique, ouais. C'est vrai qu'on l'embête un peu quand même. Et ensuite, c'est des animaux qui sont pas prédateurs. C'est des animaux qui engouffrent des grandes quantités d'eau. Et à l'intérieur, ils vont filtrer en fait grâce à leur fanon, filtrer cette eau et garder les crustacés qui sont à l'intérieur. Donc c'est pas comme un cachalot par exemple qui doit chasser sa proie, qui doit chasser le calmar par exemple. Donc ça, il y a des récits un peu épiques par rapport à ça. Donc là, ce serait plus dangereux de poser une balise sur un cachalot? Ouais, un cachalot, faut faire un peu plus gaffe parce qu'il y a des mouvements ça se rebiffe quoi. Qu'ont les prédateurs et voilà, c'est un peu plus rock'n'roll. Ouais. Ils s'approchent. Là, ils sont en 30 parce qu'ils me paraissent très très proches de la baleine. Ils sont à combien de mètres là pour poser la balise? Alors pour poser la balise, il faut être à peu près je pense qu'à 5 mètres, 4-5 mètres, c'est ça. Faut être dessus. Il faut essayer que la balise soit le plus près de la nageoire dorsale, donc c'est-à-dire sur le dessus de la baleine. Et on peut pas le faire en étant éloigné, quoi. Et vous la retirez au bout d'un moment, cette balise? Non, la balise, elle reste plantée. Et ensuite, naturellement, quand on a une petite blessure, une croûte ou quelque chose comme ça, une cicatrice, elle va partir. Donc elle va être éjectée au bout de quelques mois. Et ensuite, la balise est perdue. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention aussi au matériel. Faut en poser pas mal alors. Faut en poser pas mal. L'objectif, c'est de poser combien de balises? Alors on a prévu d'en poser 11. Ah oui, donc là c'est la première, donc il va falloir être efficace après. Voilà, donc ça permet aussi de s'ajuster et ensuite on pose 11 balises qui est à peu près le nombre qu'on estime pour être une bonne image de ce que fait la population et de chaque individu dans la population. Ah,
Ça y est, je crois qu'ils ont posé une balise là. Apparemment ils reviennent, ils ont l'air contents, donc tout s'est bien passé et la première balise est posée, donc déjà on souffle. Le soleil commence à bien décliner, on ne va plus pouvoir travailler avec cette faible luminosité, en tout cas pas sur l'eau parce qu'il y a encore un repas à préparer quand même. Comment ça ? Ah oui, il faut faire à manger, parce que là, en plus, tout le monde participe. On n'est pas sur un bateau océanographique classique où on nous fait à manger, où l'équipage s'occupe de nous et nous, on s'occupe que de la science. Là, on fait tout, on n'est pas beaucoup. Donc, chacun met la main à la pâte. Alors, tu nous fais quoi ce soir, Simon ? Je vous avoue, je sais pas faire grand-chose. Peut-être des pâtes à la carbonara, tout cassé. Bon, est-ce qu'il y a des végétariens sur le bateau ? Non, tout le monde est à peu près au même régime, donc ça arrange aussi. Là, on doit faire les repas, mais il y a d'autres choses qu'on doit faire sur le bateau ? Alors déjà, on va vérifier que la balise fonctionne bien. Ça, c'est pour le travail, effectivement. Ça, c'est pour le boulot. Et puis ensuite, on va commencer les quarts. Donc la nuit approche et on va commencer à se mettre en mode quart, c'est-à-dire on va surveiller le trafic qui est autour et nous, on reste en mer pour essayer d'être au plus proche des baleines dès que possible. Bon, le temps que ça cuise un petit peu, tes pâtes carbo, ça vous dit une petite partie de cartes ? Ouais, pourquoi pas. Allez. Tout le monde sait jouer au tarot ? Ça devrait aller. Allez. Bon, je vais me coucher, moi. Qui commence le premier quart ce soir ? Attendez, comment ça, le premier quart ? T'es pas au courant ? On va devoir tous faire se lever la nuit pour surveiller le bateau, c'est ça ? Ah oui. Ça dure combien de temps, un quart ? Un quart, ça dure 4 heures. Moi, je me sens pas trop de le faire, le premier, franchement. Cédric, ça vous va ? Bon, allez, je vais faire ça. La nuit est calme. On entend juste le Zodiac que le catamaran traîne à l'arrière. D'ailleurs, il faut faire attention parce qu'ils ne viennent pas cogner le bateau. Là, je suis tout seul et effectivement, il y a 2 choses à surveiller. Donc, la chose habituelle quand on est en quart, c'est-à-dire le trafic qui est autour. Et la deuxième chose, c'est que comme on traîne le Zodiac sur laquelle on a installé la plateforme en bois pour se surélever pour la pose des balises, il faut faire attention que cette plateforme ne vienne pas cogner contre la coque. Donc il y a une manip. On a tendance, cette embarcation a tendance à être attirée par le bateau, donc on a une manip qui consiste à l'éloigner avec la gaffe. Oh, une sorte de bâton ? Ouais, c'est ça, un grand bâton pour l'éloigner du bateau et éviter la collision. Et puis qu'elle réveille tout le monde parce que ça fait du bruit quand même quand on dort. Merci Cédric. En plus, voilà. Donc là, tout est calme, tout se passe bien, les embarcations sont loin, on n'a pas de problème, la météo est bonne. Et juste au moment où je pousse l'embarcation, il y a un gros souffle vraiment proche de moi au point où je sens même certaines gouttes d'eau qui me fait vraiment flipper. Il faut d'abord comprendre là ce qui se passe et c'est juste un dauphin qui est passé à ce moment-là entre moi et le Zodiac que j'étais en train de pousser. On n'a pas l'habitude de se faire souffler dessus par des dauphins, donc bon. J'imagine. Mais rapidement, je me suis rendu compte que c'était bien un dauphin et bon, pas de danger en vue. Ouais, on s'en sort bien. Pendant 5 jours, le beau temps nous permet de travailler correctement. Enfin presque, parce que les rorquals communs ne sont pas très très coopératifs. Pourquoi ils ont l'impression qu'ils nous fuient, qu'on ne peut pas poser de balises ? Qu'est-ce qui se passe ? Par rapport à la campagne qui a été faite il y a l'année d'avant, où tout s'était bien passé pour approcher les baleines, là on est plus tard en saison. Le but étant d'avoir le maximum de résolution des balises pendant la saison hivernale, puisque c'est la saison sur laquelle on a moins d'informations. Donc on a poussé au maximum dans la saison cette période d'opération en mer. Mais par contre, on voit qu'on a un comportement complètement différent par rapport à la saison d'avant. Est-ce que c'est parce qu'elles ont compris qu'on allait leur poser des balises, donc elles se disent « Attends, pas 2 fois, moi je replonge direct, je vais pas me faire avoir ». C'est ça. Alors je sais pas si les copines d'avant leur ont prévenu qu'il y avait des gens un peu bizarres qui essayaient de leur poser des choses, mais on a vite compris qu'en fait on était passé dans une autre période de leur cycle, c'est-à-dire que pendant l'été, elles ont tendance à quand même concentrer leur activité énormément sur l'alimentation, et là quand elles mangent, c'est la razzia du krill. Elles sont concentrées que dessus et donc c'est facile de les approcher. Quand on passe cette saison, elles sont plus concentrées sur l'alimentation et par contre elles vont être beaucoup plus en mode de déplacement, de voyage, de choses comme ça. Donc on est probablement arrivé à la limite de ce moment-là. Pas de chance. De toute manière, vu les prévisions météo,
Il va falloir s'abriter près de la côte. Là, ça se coupe pas mal. Ça, on n'en a pas encore parlé. Parce que pendant la cuisine, faut cuisiner alors que le bateau, ça tangue très très fort à l'intérieur. Les odeurs de cuisine, d'ailleurs, quand on a un peu le mal de mer, c'est compliqué. Et puis surtout, un kata, ça bouge pas pareil qu'un autre bateau. C'est ça. Le catamaran, ça rend beaucoup la houle. Et notamment dans une mer comme la Méditerranée où les coups de vent successifs sont très puissants et rapides. Donc on a des houles croisées et effectivement dans le catamaran ça secoue bien. Et d'ailleurs vous le gérez comment vous ? Allongé au fond de la cabine ou pas du tout sujet au mal de mer ? Bon, moi ça va. Moi pas terrible. Mais du coup avec ce mauvais temps, comment on va faire pour poser les autres balises ? On verra plus tard. On va se mettre à l'abri et on va attendre que le coup de tabac passe. Parce qu'en plus, on est un petit bateau et on va éviter d'aller naviguer dans des mers qui sont un peu trop grosses pour nous. Donc on va se mettre à l'abri et on reviendra plus tard quand les conditions seront meilleures. Malheureusement, sur les 3 semaines de mission qui étaient prévues, nous ne pourrons pas repartir. Nous serons restés qu'une seule semaine en mer puisque le temps ne nous permet pas de repartir et donc de poser d'autres balises. Au total, on aura posé 3 balises sur ces rorquals communs. Du coup, qu'est-ce qui ressort de cette mission d'une semaine ? Alors, il ressort que on aurait dû choisir une meilleure période. Mais donc on a quand même pu poser ces 3 balises et c'est vrai qu'en plus sur ces 3 balises on n'a pas eu un gros succès puisqu'il y en a une qui n'a jamais émise, une qui a donné des données pendant peut-être 3 jours et ensuite la dernière on ne sait pas ce qui s'est passé, les données n'étaient pas bonnes donc là c'était pas la mission du siècle. Mais c'est ça aussi quand on est chercheur. C'est que c'est pas on part, on cherche et puis il y a des moments ça fonctionne pas, faut que toutes les planètes soient alignées et puis c'est pas toujours le cas. C'est ça. On a eu la chance quand même d'avoir la première mission elle a été plutôt une réussite. Ouais. Et de celle-là, qu'est-ce qui ressortait ? Alors il est ressorti beaucoup de choses très intéressantes. D'une part que on a vu grâce à ces trajectoires que les animaux avaient tendance à rester dans le nord de la Méditerranée occidentale. C'est-à-dire que si on prend une ligne entre les Baléares et le nord de la Sardaigne, majoritairement les animaux restent dans cette zone. Pas de façon aussi agrégée que pendant l'été où elles se nourrissent vraiment très activement au large du plateau entre le golfe du Lion et la mer Ligure. Mais elles vont voyager, elles vont se disperser et il y a même un individu qu'on a vu, qu'on a enregistré, on l'a presque vu par sur la balise, sur la carte, sortir de la Méditerranée et gagner les eaux Atlantiques. Passer le détroit de Gibraltar. C'est peut-être au niveau de la nourriture aussi qu'elle voyage. Oui, c'est ça. C'est pourquoi on les voit dans cette partie au large des côtes françaises, c'est pour se nourrir justement. C'est dans ces eaux que vont vivre le krill méditerranéen. Et ça peut poser des problèmes justement par rapport à des thématiques de changement climatique. Mais du coup, au niveau du réchauffement climatique, quel impact ça a sur les cétacés en Méditerranée ? Le changement climatique, peut impacter de façon directe ou indirecte, mais la façon la plus probable d'être impacté, c'est par leur alimentation justement. Et donc cette espèce de krill qui est sa répartition donc la plus au sud, s'il y a un réchauffement qui se produit et qui est hors de son habitat dont elle peut supporter la température, potentiellement c'est une espèce qui peut disparaître de la Méditerranée. Est-ce que la baleine, c'est comme les poissons, ça ne va pas réguler sa température, si ça augmente, elle va être en fièvre quelque part. Si l'eau de la mer augmente, elle aussi. C'est ça, elle va être en fièvre et la fièvre, c'est pas grand-chose. Chez nous, quand on voit que 1 degré de plus, on est en fièvre, c'est des projections qu'on voit apparaître à l'échelle de quelques dizaines d'années. Donc elle va probablement avoir de la température années. Et en plus avoir potentiellement de moins en moins à manger. Il y a un autre sujet dont on n'a pas parlé, c'est le trafic maritime. Dans nos eaux, les baleines ne sont pas chassées. Elles le sont quand même encore en Islande, en Norvège et au Japon, il faut le dire. Mais le plus grand danger en Méditerranée aujourd'hui, pour les baleines, ce sont les bateaux. Les collisions avec les navires, c'est la première cause de mortalité pour les baleines.
Justement, comment vos recherches peuvent aider en général ? Alors nous, ce qui nous paraît important, c'est d'identifier les zones dans lesquelles on va les retrouver le plus. Donc, c'est-à-dire les habitats, et essayer de comprendre les zones les plus importantes pour ces animaux. Et c'est vrai qu'en Méditerranée, on a un des trafics maritimes les plus importants au monde. Donc, on a vu sur plusieurs suivis de ces animaux, soit par les balises qu'on a posées, soit par les observations qui sont faites par les différents pays limitrophes de la Méditerranée, qu'il y avait un recouvrement entre les zones à baleines en fait, et le trafic maritime. Et là, est-ce que vos recherches peuvent sensibiliser, voire plus que ça, c'est-à-dire aider les gouvernements et donc légiférer là-dessus, dire peut-être que cette zone, il vaudrait mieux l'éviter puisqu'il y a des baleines, ou en tout cas ralentir aussi la vitesse des navires? Ça, c'est des choses qui peuvent entrer en compte? Alors nous, on amène l'information scientifique, et après c'est aux gestionnaires, c'est aux politiques de prendre les décisions qui vont derrière. Donc la chance pour ces animaux, c'est que c'est des animaux emblématiques, charismatiques, et qu'on va avoir tendance à vouloir agir pour leur conservation. Il y a d'autres animaux qui ne bénéficient pas de ce même statut d'image. Sur le gris de faciès, quoi. Exactement. Et les requins, par exemple, typiquement, si on parle de requins à des gestionnaires, ça va beaucoup moins leur faire tilt que des espèces comme ça. Et aujourd'hui, vous avez l'impression que les décisionnaires, les différents États écoutent les scientifiques ? C'est compliqué. C'est compliqué. L'écoute est compliquée. Il y a tellement d'enjeux autres qui viennent interférer que les aspects environnementaux, si c'est pas quelque chose qui rentre dans un processus de chiffres ou de choses comme ça, on a du mal. Bon, je sens que le sujet est un peu tendu. Je vais préparer un petit chocolat chaud, ça vous dit ? En plus, il fait pas hyper chaud dehors, donc ça va nous redonner un petit coup de boost. Ça va, chocolat chaud, thé, café ? Allez, le chocolat. C'est 2006, oui. Cédric, du coup vous êtes un passionné de cétacés, mais à mon âge, c'était quoi votre rêve, 15 ans ? Mon rêve à 15 ans, c'était d'être champion de judo. Mais alors, le judo, c'était juste comme ça, une idée, ou il y avait potentiellement les qualités pour... Il y avait un peu de qualité, mais il y a eu blessure. Ah, et la blessure, je suis allé jusqu'à un niveau régional. Ah ouais. Et en étant qualifié normalement pour les France, mais ça s'est arrêté là. Oh mince, on aurait pu voir Cédric Côté au JO représenter la JO, France. J'en sais rien, mais bon, en tout cas, voilà, le sport était vraiment très très fort, très très important quand j'étais ado. Et c'est vrai que ça a mis un coup d'arrêt. Et bon, il a fallu réfléchir un petit peu à ce qu'on voulait faire dans la vie. Et aujourd'hui, votre rêve, c'est quoi ? Mon rêve, alors c'est pas vraiment un rêve, je dirais plus un souhait, c'est de remettre un peu de l'émerveillement quand on parle de nature, plutôt que de l'anxiété maintenant. En fait, quand je vois, ça, c'est sans doute aussi parce que j'ai des enfants en bas âge, mais je me dis que quand on parle d'environnement maintenant dans les médias, c'est facilement anxiogène parce que c'est toujours lié à un problème. J'ai l'impression quand j'étais gamin que je regardais les films de Cousteau, et on parlait un peu de pollution, mais c'était à la marge, quoi. Et on était plus sur l'émerveillement de la nature, sur mieux alors bon, c'est un peu le motif de Cousteau, mieux la connaître pour mieux la protéger. Et c'est quelque chose que je trouvais qui me parlait, quoi. Maintenant, c'est vrai qu'on parle de réchauffement climatique, on parle de pollution, on parle de beaucoup de choses comme ça, de perte de biodiversité. Et je trouve, c'est comme ça, mais c'est dommage qu'on arrive à aborder ces sujets que par l'aspect anxiété. Donc remettre un peu de l'émerveillement, c'est, je pense, le meilleur moyen pour éveiller en fait les gens à ces thématiques-là. Plongeons, le podcast immersif de l'océan est soutenu par la Fondation One Ocean. Cet épisode a été produit et réalisé par René Prod, le studio de podcast durable, et enregistré dans les locaux de Gobelin Paris. La technologie de son 3D que vous avez expérimentée est développée par Mac One New York. Les notes de piano que vous avez entendues dans cet épisode sont l'œuvre de Guillaume Poncelet, musicien, compositeur et soutien du podcast Plongeons.
Merci au lycée Darius Milhaud au Kremlin-Bicêtre dans le Val-de-Marne, un lycée public engagé dans l'éducation au développement durable. Alors on va pas vous demander de nous mettre 5 étoiles sur les plateformes d'écoute. Une petite pensée pour l'océan nous suffira largement.